Sans transition, je vais donner la parole à Caroline Kleinschwil, biologiste à Marseille, qui coordonne le groupe de travail de biologie d'allergie moléculaire et donc experte dans ce domaine, qui va nous parler des allergènes croisants pollen et pollen food syndrome, ce qu'on appelle le syndrome d'allergie pollen-aliment, SAPA ou PFS en anglais. Ouais, parce que... Oups là, ça n'a pas... Je ne suis pas arrivée à le mettre là-bas. On peut avoir un technicien, s'il vous plaît? Faut jamais que je fasse comme tout le monde. Bon, je prends ça, hein, je débranche tout. Je débranche tout. Il m'a dit, prenez là. Bon. Marouane. Sans déflorer le sujet, les réactions croisées pollen-aliment font partie des choses qu'un tout bon allergologue doit connaître, savoir interpréter pour mieux d'abord conseiller son patient et adopter les bonnes mesures de prévention si nécessaire. Hop. Et on va voir que les allergènes moléculaires sont fondamentaux pour comprendre ces syndromes d'allergie pollen-aliment. Et ça, c'est quoi? Ah ben ça marche. Ben voilà. Oula. En fait, j'ai pas besoin de mes lunettes. Donc bonjour à tous. Je suis en retard déjà? Non. Donc merci pour l'invitation. Donc comme l'a dit Habib, je coordonne le groupe de travail biologie de l'allergie à la SFA. J'ai succédé à Habib d'ailleurs. Et je ne lui redonnerai pas ma place. Donc je vais vous parler des allergènes croisants et du pollen food allergie syndrome, parce que nous on appelle ça pollen food syndrome, mais la vraie appellation c'est PFAS, pollen food allergie syndrome. Donc je fais un peu de la pub pour notre groupe de travail. Donc si vous tapez allergènes moléculaires sur Google, vous tombez sur le site de la Société française d'Allergo. Et puis, en fait, avec le groupe de travail, on a élaboré des fiches pratiques en PDF qui sont accessibles à tous. Il y a à peu près une dizaine de fiches, et il y en a une qui concerne les allergènes moléculaires. Et donc là, je vous présente un petit peu comment est faite la fiche. Est-ce que je pourrais avoir le mode normal ici, là? Je ne vois pas. Donc la fiche, elle se présente comme ça. On vous explique ce que vous a expliqué Johanna, qu'est-ce qu'un extrait allergénique, qu'est-ce qu'un allergène moléculaire. Et puis il y a la nomenclature, etc., les codes fournisseurs. Et puis si vous voyez le petit encadré en bas à droite, donc Johanna vous en a parlé, allergène majeur, allergène mineur. Je voudrais une présentation normale, là, je vois rien. Et donc tout en bas, il y a les allergènes marqueurs de spécificité, comme vous a dit Johanna. Donc ça, je vous en parlerai dans le topo sur l'ITA. Et il y a aussi ce qu'on appelle les panallergènes. Donc ce sont les allergènes qui sont inducteurs de réactions croisées et qui sont responsables des pollen food syndrome. Merci, monsieur. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Je vais me tourner. Donc voilà. Donc quand on continue un petit peu la fiche, cette fiche, donc on vous décrit les principales familles d'allergènes moléculaires. Et vous voyez en haut, donc il y a les protéines de stockage, etc. Il y a les panallergènes végétaux, les plus fréquents, parce que vous allez voir qu'il y en a d'autres. Et parmi ceux-là, donc ce sont ceux qui sont responsables, comme je vous ai dit, des pollen food syndrome. Il faut enlever l'épolcalcine que vous voyez, parce qu'effectivement, c'est un panallergène végétal, mais l'épolcalcine ne sont pas présentes dans les aliments végétaux. Donc, on ne va pas avoir d'allergie croisée. Il n'y en a pas quand on en mange. Enfin, on n'en mange pas.
Donc les familles de panallergènes, il y a 6 familles de panallergènes qui sont décrites responsables de pollen food syndrome. Donc il y a 3 familles qui sont bien connues, bien caractérisées, hein, donc on va passer un peu vite dessus. Donc la famille des PR10, la famille des LTP et les profilines. Et puis il y a 3 familles qui sont moins bien connues, donc les GRP, dont Johanna vous a parlé un petit peu tout à l'heure avec Prupé7, les TLP, il y a une famille qui s'appelle les isoflavones réductases, qui donnent des pollen food syndrome. Et puis, il y a d'autres familles qui existent, alors que là, je vous ai décrit ce qu'il y avait dans cet article, qui est très intéressant, qui est paru en 2025, hein, qui fait toute une synthèse sur les pollen food syndrome. Donc, il y a d'autres familles qui existent. Il y a les cyclophilines, mais est-ce que c'est responsable de pollen food syndrome? On essaiera d'y répondre à la fin. Et puis, il y a aussi la famille des défensines. Donc ça, vous avez là à peu près les familles qui peuvent, qu'il faut aller explorer, qu'il faut aller rechercher dans les pollen food syndrome. Donc là, c'est 3 diapos un peu complexes que j'ai piqués à Johanna. Donc, pour expliquer les réactivités croisées, il y a des règles à respecter. Hein. Les allergènes, ce n'est pas parce qu'ils appartiennent à la même famille qu'ils croisent forcément. Ça doit respecter, il faut qu'il y ait un certain degré d'homologie entre les 2 allergènes. Donc, il y a un seuil qui est accepté qui est de 40%. Donc, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, ça, c'est un extrait du MOG dont vous a parlé Johanna tout à l'heure. Et pour expliquer que la réactivité croisée, ce n'est pas la même au sein des différentes familles. Hein, par exemple, au niveau des protéines de stockage, eh bien, les 2S-albumines, elles croisent peu entre elles. Donc, quand vous devez rechercher une 2S-albumine, il faut aller chercher, par exemple, celle de l'arachide et celle de l'acajou. Il ne faut pas en chercher qu'une. Alors que les PR10, il y a une réactivité qui est assez forte, mais qui n'est pas totalement complète. Et par contre, les profilines, la réactivité croisée, elle est très, très importante. Donc, quand on veut savoir si le patient est sensibilisé à une profiline, il suffit d'en doser qu'une. Ça, c'est juste pour vous embrouiller, après, parce que je trouve ça très joli. Donc, c'est pour montrer donc, une famille de molécules allergéniques, c'est un arbre phylogénétique, et c'est pour vous montrer un petit peu quelles sont les sources qui sont proches ou pas. C'est parce que j'aime cette diapo, c'est tout. Hein. Donc ça, c'est un tableau, mais je vous laisserai mes diapos si vous voulez, un tableau que j'essaye de mettre à jour régulièrement. Vous avez des aliments sur la gauche, et puis les familles de panallergènes végétaux en haut, et puis j'essaye de mettre à jour. Vas-y, recule, ouais. OK. Alors, le pollen food allergy syndrome, c'est vraiment une entité à part, hein. Donc, l'épidémiologie de ces pollen food syndrome, c'est difficile à déterminer avec précision parce que ça change en fonction des aliments, de à quoi les patients sont sensibilisés sur le plan respiratoire. Mais on estime quand même qu'il y a 5 à 8% de la population générale qui a un pollen food syndrome, et ce qui représente quand même 50 à 70% des personnes sensibilisées au pollen. Donc, c'est pas rien, hein, c'est vraiment quelque chose à rechercher. Donc, les pollen food syndrome sont plus fréquemment observés dans les régions où certains pollens, tels que le bouleau, l'ambroisie ou les graminées, sont très répandus. Et puis, donc les aliments spécifiques qui déclenchent ces pollen food syndrome, c'est lié aux sensibilités régionales et aux habitudes alimentaires. Donc, on ne va pas trouver les mêmes pollen food syndrome dans les régions du monde. Ça, c'est une diapo assez ancienne. J'aime bien, moi, classer les choses pour que ce soit clair dans la tête. Donc, il y a différentes sensibilisations primaires en allergie alimentaire. Il y a ce qu'on appelle classiquement l'allergie alimentaire de classe 1. On va sensibiliser d'abord, c'est une sensibilisation digestive ou cutanée, et puis on va être allergique. Il y a l'allergie alimentaire de classe 2, donc la sensibilisation primaire, elle est respiratoire, donc on va sensibiliser avec un pollen. Et puis après, par réaction croisée, on va devenir allergique alimentaire. C'est ça qu'on appelle le pollen food allergy syndrome. Hein, et là, ça, c'est dû vraiment au panallergène. Il faut savoir que c'est 60% des allergies alimentaires à partir de l'adolescence, donc c'est vraiment important. Et puis, il y a une allergie alimentaire de classe 3, qui est moins bien décrite, et qui est due aux allergènes alimentaires aéroportés. Donc, vous verrez après, mais les LTP, on ne sait pas trop où on les situe. Alors, j'ai trouvé, toujours sur cet article, cette revue de 2025, qui est vraiment très bien faite. Donc, le mécanisme de sensibilisation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va d'abord se sensibiliser avec un pollen, et puis après, quand on va manger un aliment, par réaction croisée, on va avoir une réaction clinique.
Donc là, ça c'est une diapo vraiment qui est très 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 importante parce qu'il y a souvent de l'abus de langage ou un petit mélange dans la tête des gens. Un pollen food syndrome, ce n'est pas un syndrome oral. C'est vraiment deux choses différentes. Hein. Parce qu'un pollen food syndrome, ça peut aller d'une réaction légère jusqu'à une réaction très très sévère. Donc pourquoi des fois on a cette confusion syndrome oral et pollen food syndrome? Il faut savoir que la première fois que ça a été décrit, donc c'est en 1942, ça a été décrit avec le pollen de bouleau et la pomme ou la noisette. Donc c'est le classique du nord de l'Europe. Et dans ce pollen food syndrome, généralement c'est un syndrome d'allergie orale des réactions qui sont peu sévères. Et donc c'est resté ce terme de syndrome oral, syndrome oral. En 87, donc on a parlé vraiment de pollen food syndrome. Ça a été donc proposé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres allergènes, d'autres aliments, d'autres pollens, et donc avec des réactions plus sévères. Donc je pense qu'en 2025, quand on parle d'un syndrome oral, un OAS, pour moi c'est un O phase 1, c'est une réaction peu sévère, peu importe. Il faut faire attention parce que la confusion entre syndrome oral et pollen food syndrome, il y a un risque clinique. Hein. Il y en a un, il faut de l'adrénaline et l'autre pas. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé un article toujours pareil de 2025 qui montrait un peu qu'il n'y avait pas les mêmes symptômes dans la rhinite allergique que le pollen food syndrome. Dans la rhinite allergique, il y a deux phases, une phase précoce et une phase tardive, alors que dans le pollen food syndrome, il n'y a qu'une seule réaction de phase précoce avec des symptômes qui sont buccaux et il n'y a pas de phase tardive. Je passe. Donc ça, ce sont les pollen food syndrome classiques qu'on a l'habitude de voir, de rencontrer et de décrire. Donc il y a le fameux pollen food syndrome dû au PR10. Et généralement, c'est donc une réaction croisée entre le pollen de bouleau et des aliments contenant des protéines PR10. C'est vrai qu'effectivement, ça donne souvent des syndromes oraux peu sévères, quoique avec le soja, des fois on a des réactions qui peuvent être très sévères. Donc il y a le pollen food syndrome dû au LTP. Donc on ne sait pas trop d'où vient la sensibilisation primaire, mais je vais vous montrer après, il y a un article récent qui montrerait que ça pourrait venir de la LTP du pollen d'olivier, au LE7. Il y a le pollen food syndrome dû aux profilines. Vous avez, généralement, ça peut venir des graminées. Et puis, il y a le fameux pollen food syndrome dû au GRP, dont le chef de file est PRUP7, et qu'on a bien décrit avec Johanna, donc qui est une pollen food syndrome lié à une pollinose au cyprès, et après, allergie sévère à la pêche, ou aux agrumes ou autres. Donc, je vais passer un peu rapidement sur le pollen food syndrome des LTP, juste pour dire que quand on veut tester une LTP alimentaire, la WHO, depuis 2020, elle dit que le fait de rechercher des IgE vis-à-vis de PRUP3, c'est vraiment un marqueur de sensibilisation au LTP alimentaire. Il ne faut peut-être pas aller chercher plein d'autres LTP, celle-là suffit. Alors, est-ce que le pollen food syndrome au LTP, est-ce que c'est sévère? Après, Elénie vous en parlera beaucoup plus, je pense, demain ou ce soir, je ne sais pas. En fait, là, il y a deux articles qui montrent que ça dépend, en fait, parce que quand on a une allergie au LTP, ça dépend de cofacteurs. On peut, des fois, d'avoir une co-sensibilisation avec la PR10, ça va plutôt protéger, alors que si on va faire de l'effort, etc., ça va plutôt déclencher de l'allergie. Et donc, généralement, les syndromes LTP en dehors des régions méditerranéennes, c'est décrit comme peu sévère. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que les gens sur leur mastocyte, ils n'ont plus beaucoup de place pour les LTP parce qu'il y a des PR10, il y a beaucoup d'autres choses. Et du coup, ça donne des réactions un peu moins sévères. C'est un petit raccourci. Hein. Donc, ça, c'est un article qui est intéressant, qui est paru en 2021. Donc, dans cet article, ils ont étudié 3 familles de panallergènes, les profilines, les PR10 et les LTP. Et ils ont montré que les profilines et les PR10 étaient des marqueurs de pollen food syndrome basés sur une sensibilisation primaire aux aéroallergènes, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'allergie alimentaire de classe 2. Et alors que les LTP les ont classés plutôt comme des allergènes alimentaires de classe 1, parce qu'en raison de leur réactivité croisée avec les allergènes aéroportés, ils peuvent également provoquer des symptômes respiratoires. Donc, ils ont étudié un peu tout ça, mais ils ont quand même montré à la fin qu'il y avait des preuves récentes qui suggéraient que la LTP du pollen d'olivier pourrait jouer quand même un rôle de sensibilisateur primaire.
On ne sait toujours pas. Mais c'est peut-être le cannabis aussi, non? J'en parle pas. Donc ça, c'est une autre étude qui est un peu plus poussée sur le rôle d'OLE7, de cette LTP du pollen d'olivier. Donc ils avaient 48 patients qui étaient sensibilisés soit à OLE7 ou à PRUP3. Ils ont fait des dosages d'IgE, ils ont fait des tests d'activation des basophiles, ils ont fait des tests d'inhibition. Enfin, je passe un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont montré qu'OLE7 présentait des réactions croisées avec des LTP provenant du pollen et des aliments, en particulier la pêche et la poire. Donc ça pourrait être le sensibilisateur primaire. Donc ils ont des épitopes qui sont en commun entre OLE7 et PRUP3. Et donc OLE7 pourrait agir en tant que sensibilisateur primaire dans les régions fortement exposées au pollen d'olivier. Donc ça, ce serait une petite piste. Donc les pollen food syndrome liés au GRP, je vous ai mis juste deux petites diapos. Il y a 6 allergènes qui ont été caractérisés dans les fruits et 3 allergènes qui ont été caractérisés dans les pollens de cupressacées. Donc je vous les ai mis là. Donc on peut trouver, donc on se sensibilise d'abord au pollen de cyprès, et puis on peut devenir donc allergique à la pêche, à la cerise, à l'orange, au citron, à la grenade. Vous avez PUN G7 en bas. Ça a été décrit aussi avec le poivron. Et puis là où je vous ai mis des petits points d'interrogation, c'est qu'il y a eu des descriptions cliniques, mais l'allergène n'a pas été caractérisé. Donc il y a eu des descriptions cliniques avec la poire, avec la pomme, avec la fraise, avec l'aubergine et avec les tomates. Donc ça, pour vous montrer, c'est le tableau caricatural du pollen food syndrome lié à PRUP7, au GRP. Donc c'est toujours une pollinose au cyprès. Et on a une allergie secondaire sévère, donc à la pêche ou à tous ces fruits et légumes dont je vous ai parlé juste avant. Souvent, il y a un cofacteur qui est associé. Le plus souvent, c'est l'effort, mais ça peut être la prise d'AINS ou la prise d'alcool. Souvent, les extraits commerciaux peuvent être faibles ou négatifs. On a des IgE à la pêche qui sont négatives. Il y a tous les autres allergènes moléculaires qui sont aussi négatifs. Et en fait, on va retrouver que le PRUP7. Alors, c'est ce que vous a dit Johanna tout à l'heure. Des fois, il y a des allergènes moléculaires qui ne sont pas représentés ou cachés dans l'extrait. On va faire des tests, des extraits commerciaux cutanés qui vont être négatifs ou des dosages d'IgE extraits qui vont être négatifs. Donc, le seul moyen de voir s'il y a l'allergie, il faut faire des prick-to-prick avec l'aliment. Parce que si on fait le test cutané avec l'aliment natif, là, ça va sortir positif. Donc ça, Johanna vous a montré cette diapo tout à l'heure. Donc quand c'est lié, les pollen food syndrome liés au GRP, généralement la clinique, elle est sévère. Donc ça, c'était une étude qu'on avait faite toutes les deux en 2019. Et il y a Marina Basiconi qui a fait sa thèse à Nice, et elle a montré aussi que les réactions étaient toujours sévères. Donc ça, c'est une nouvelle famille d'allergènes moléculaires. Enfin, c'est pollen food syndrome liés aux isoflavones réductases. Donc, où c'est qu'on trouve ces pollen food syndrome? Donc, généralement dans des régions tempérées, avec une exposition élevée au pollen de bouleau et d'olivier. Donc, je vous ai mis les 2 allergènes, BETV6 et OLE12. Et puis, quand je suis allée voir à l'ergome, et j'ai vu que les allergènes avaient été caractérisés dans la carotte. On peut en retrouver dans le litchi, dans le kaki, dans la poire et dans l'orange. Donc, il y a d'autres sources qui ont été décrites, toujours pareil. Il y a eu des réactions cliniques, mais les allergènes n'ont pas été caractérisés. Donc c'est le cas de la pêche, de la pomme, poivron, pomme de terre et la tomate. Et puis avec le pollen de bouleau ou de frêne. Donc j'ai fait un petit peu un tour du monde de ce pollen food syndrome pour savoir où c'est qu'on l'avait décrit. Donc dans le nord et le centre de l'Europe, ce serait plutôt le pollen de bouleau avec la pomme, la carotte et la pêche. En Asie de l'Est, c'est le pollen de bouleau avec le litchi et les agrumes. En Amérique du Sud et en Afrique, c'est pollen d'olivier et de cyprès. Et puis, dans les régions méditerranéennes, ce serait du pollen d'olivier et de frêne. Et ça a été décrit des réactions au kaki, aux agrumes et aux tomates. Donc, j'avoue qu'avant le topo, je ne connaissais pas. Donc, j'ai appris quelque chose. Alors là, je voulais vous parler du pollen food syndrome et des défensines. Donc, qu'est-ce que c'est que les défensines? Donc, ce sont des protéines donc, végétales. Et on en trouve dans l'armoise et puis dans l'ambroisie. Et il y a des défensines alimentaires qui ont été décrites
dans l'arachide, dans les graines de tournesol, dans le céleri et dans le soja. Donc, on peut avoir des pollen food syndrome entre ces deux, l'armoise, l'ambroisie et ces aliments qui sont à droite. Mais, pareil, des allergènes qui n'ont pas été caractérisés, mais ça a été décrit. On retrouve dans la littérature des cas cliniques de pollen food syndrome entre l'armoise et la mangue. Donc, ça, on a même fait un poster l'année dernière à Valence là-dessus. Donc, il faut y penser. Alors là, c'est juste un petit diapo qui récapitule un peu. On peut avoir un aliment qui peut avoir différents pollen food syndrome. C'est le cas du céleri. Parce que dans le céleri, on a une PR10, on a une prophyline, on a une LTP et on a une défensine. Donc en fonction de qu'on mange la racine ou les feuilles, on n'a pas la même protéine. Donc ça, c'est une étude qui est parue. Il y avait 10 patients qui étaient allergiques à l'armoise. Il y en avait 8 qui étaient allergiques au céleri, 2 qui étaient tolérants. Et puis, ils ont montré que, en fait, les gens qui avaient donc la défensine, c'est comme tout à l'heure avec la Prupé7, les IgE vis-à-vis de l'extrait étaient négatifs. Par contre, il y avait des IgE vis-à-vis d'ApiG7, la défensine, qui était augmentée. Et le seul moyen vraiment de bien faire le diagnostic au départ, c'est pareil, c'est de faire les prick-to-prick avec l'aliment lui-même pour montrer qu'il est bien allergique. Donc, quand on a un céleri, on peut avoir un pollen food syndrome lié au PR10, BET-V1 et ApiG1, lié à la LTP, ART-V3 et ApiG5, ou lié aux défensines, ART-V1 et ApiG7. Alors, est-ce que ça existe, le pollen food syndrome lié aux cyclophilines? Parce qu'on en entend beaucoup parler de ces cyclophilines. Alors, si on regarde cet article de Klentebe, il dit plutôt que les cyclophilines, c'est un peu comme les polcalcines, ou les prophylines, il y a une forte réactivité croisée intrafamiliale et probablement que ça ne donne pas de pollen food syndrome. Il ne va pas plus loin dans cet article. Donc, qu'est-ce que c'est que les cyclophilines? Donc, pareil, c'est une protéine qu'on trouve dans les végétaux. Il y en a beaucoup dans les moisissures, dans les acariens, dans les arbres, donc vous voyez, dans le bouleau et dans l'olivier, et puis dans les graminées aussi. Et on retrouve ces allergènes aussi dans des aliments. Donc dans la carotte, la courge, la tomate, l'arachide, enfin, la liste n'est pas exhaustive. Donc j'ai regardé, depuis 20 ans, il y a quand même des cas cliniques qui ont été décrits, mais il n'y a pas vraiment eu de réaction croisée entre la cyclophiline, par exemple, de la carotte et le pollen du bouleau, ils n'ont pas montré. Il y a eu des réactions croisées entre moisissures, mais il n'y avait pas de pollen food syndrome. Et puis il y a cette étude faite par Matt Riccardi, il a publié il n'y a pas très longtemps. Donc il a pris... c'est une étude multicentrique rétrospective italienne. Ils ont pris des enfants entre 4 et 18 ans qui avaient des rhinoconjonctivites polliniques dans les 2 années précédentes. Ils ont fait des tests cutanés aux extraits, ils ont ressorti leur sérum, ils ont pris 253 sérums au hasard, ils ont regardé qui avait des cyclophilines, etc. Et enfin, à la fin, ils montrent que tous ceux qui avaient des cyclophilines, donc BET-V7, n'avaient pas de symptômes alimentaire. Donc, pollen food syndrome lié aux cyclophilines, j'y crois pas. Enfin, c'est juste... voilà. Donc, je suis allée voir, est-ce qu'il y avait des pollen food allergie syndrome au Maroc? Il va falloir publier. Hein. Je vais intervenir là-dessus. Bon, alors, Juste après... j'ai trouvé 2-3 trucs, mais bon, il va falloir publier. Donc, j'ai trouvé, en fait, une étude de prévalence de l'allergie au pollen. Bon, pour voir un petit peu à quoi étaient exposés les gens ici, quelle sorte d'allergie vous aviez, etc. Et donc ça, c'est une étude, je pense que vous la connaissez, hein, ils ont pris des étudiants de la faculté polydisciplinaire de Beni-Mellal, et puis c'était sous forme de questionnaire. Donc qu'est-ce qu'elle montre cette étude? Qu'il y a 64% des étudiants qui sont allergiques, qui ont des symptômes au printemps, donc, qui pourraient s'expliquer par la pollinisation des oliviers à cette période. Donc c'est l'olivier en fait qui ressort le plus souvent. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a 27% des étudiants qui ont déclaré avoir un pollen food syndrome. Donc je pense que c'est juste sous forme de questionnaire, hein, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Et donc là, vous aviez les aliments qui sont sur la gauche. Après, donc, je suis allée voir cette étude qui date un petit peu, hein, Maralergue, donc je ne vais rien vous apprendre. Donc là, c'était 866 patients. C'était pour voir justement à quoi les gens étaient allergiques ou sensibilisés ici. Donc,
ce qui prédomine, c'est vraiment le pollen d'olivier. Donc je vous ai remis à droite tous les allergènes du pollen d'olivier et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme pollen food syndrome avec l'olivier. Donc il y a LTP, TLP, prophyline et les isoflavones réductases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a 11% des patients qui sont allergiques au pollen de graminées. Donc là, on peut avoir le pollen food syndrome lié aux prophylines. Et puis, il y a quand même 5,8% des patients qui étaient allergiques au pollen d'armoise. Donc là, je vous ai remis la défensine. Mais après, je n'ai rien trouvé d'autre. Donc, allergènes moléculaires utiles pour explorer les pollen food syndrome. Donc ça, c'est la fin de la fiche du groupe de travail. Donc, c'est ce qu'on avait conclu, hein. On pourrait explorer une polysensibilisation. Alors, évidemment, la fiche, elle a été faite en France, donc on a pris nos pollen food syndrome à nous, hein, les PR10, LTP, prophyline et GRP. Mais je pense qu'il va falloir qu'on l'actualise, hein, la fiche, parce qu'on peut rajouter d'autres pollen food syndrome. Donc, pour les LTP, il faut doser PRUP3 et OLE7, je pense. Prophyline, c'est FLOP12. GRP, c'est PRUP7. Défensine, c'est ARB-V1. Pour les isoflavones réductases, c'est BET-V6. Et pour les TLP, c'est MAL-D2 et AC-D2, mais qu'on ne trouve pas en unitaire, qu'on ne trouve que sur la puce, si je ne me trompe pas. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline. Je touche plus le micro. Oui, alors, pour oui. continuer sur le Maroc, oui. Voilà, ce qui nous concerne, on a beaucoup de syndromes prophyline, oui. pas sévères, pour lesquels il n'y a pas nécessité de faire des régimes d'éviction. On laisse. C'est des urticaires périphériques. C'est quoi, c'est graminées? C'est surtout les fruits. C'est surtout les fruits. Les PR10, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on n'a pas beaucoup de boulot, on a des bétulacées, on a le charme, on a les amandiers, on a les noisetiers. Oui, amandiers, oui, je pensais. Les amandiers, les noisetiers, et il y a des syndromes oraux. Mais je n'ai pas retrouvé dans l'étude épidémiologique là, sur les allergies respiratoires. C'est des questionnaires, hein, ouais. donc oui. c'est biaisé. Bien, Habib, on est d'accord que c'était un petit peu trop haut, les chiffres voilà, donc voilà, c'est toujours à prendre avec des... OK. Par rapport à ta question intéressante sur l'OLE7 et les LTP, alors, je ne sais pas, je fais un parallèle par rapport à l'arachide. Étant donné qu'on est un pays de forte production d'olives et d'oliviers, il y a à peu près plus de 3 millions d'arbres d'oliviers. Les gens sont exposés depuis des millénaires au pollen d'olivier. Et donc, ils sont plutôt adaptés à cela. Et on ne voit pas beaucoup de syndrome LTP croisant. Mais par contre, pour le cannabis, pour la feuille de cannabis, qui est endémique dans le Rif, et il n'y en a pas beaucoup partout dans le Maroc, il y a des syndromes LTP qui sont très importants et liés au pollen food syndrome, peut-être liés au LTP et à la consommation aussi du cannabis. Le sensibilisateur primaire serait ça. Moi, j'en ai vu plusieurs. Et par rapport au GRP, on a lancé une enquête dans le cadre du CFA, et d'ailleurs Fatma Tritar, elle a fait une communication là-dessus. Et moi, j'ai pu sortir 5 cas sur 30 ans, mais les 5 cas n'ont aucune positivité des GRP PRUP7. D'abord, je ne sais pas par rapport à la substance elle-même, des IgE qui ne sont pas facilement détectables. Et je pense aussi qu'il serait plus pertinent de les détecter par des aliments natifs. Parce que le cyprès, tu es d'accord? Le cyprès, autant on a énormément de tests positifs aux extraits commerciaux du cyprès et cupressacée, mais je pense que pour
d'ailleurs, j'ai un cas où j'ai pu démontrer chez une personne qui était sensibilisée au cyprès, qui avait des symptômes, gibberelline, pollen foot syndrome cyprès pêche, qu'elle était sensibilisée et allergique à la pêche aussi. Mais j'ai fait le test natif. Je pense qu'il faut s'orienter plutôt vers les aliments natifs pour détecter des pollen foot syndrome par rapport au GRP. Alors, je suis biologiste, mais pourtant, voilà, en allergie alimentaire, ce qui prévaut, c'est vraiment de faire le test cutané avec l'aliment lui-même, justement pour ces familles, que ce soit la famille des GRP, la famille des défensines, la famille des oléosines, etc. Il faut vraiment faire ce test. Après, on a besoin des allergènes moléculaires, mais au moins pour la première exploration, il faut vraiment faire avec l'aliment. Je ne sais pas, il y a des questions, remarques, interventions sur les... Oui? Micro. Alors bonjour, premièrement je vous remercie pour votre présentation qui était vraiment très instructive. J'ai une petite remarque. Sur une de vos diapositives, vous avez marqué prophyline. Ils sont thermosensibles, comme on le sait. Donc c'est un syndrome oral ou un syndrome systémique. Alors pour moi, c'est la première fois que je note que les prophylines peuvent donner un syndrome systémique, c'est-à-dire des réactions graves. Oui. En fait, tous les pollen foot syndrome peuvent donner des réactions graves, même les PR10. Donc en général, c'est comme ça. Mais ça peut aller de la réaction peu sévère à la réaction sévère. Tout dépend peut-être aussi de la dose peut-être ingérée, de l'exposition, du pays. Enfin, c'est jamais cantonné à une seule catégorie de signes cliniques. Donc, si jamais j'ai un patient qui est sensibilisé à la prophyline et il fait des réactions sévères, je peux lier ça à la prophyline, par exemple? Si vous avez éliminé tout le reste, si vous avez éliminé une GRP, enfin, on ne connaît pas ça. Je connais pas ça. Enfin, c'est pas uniquement, voilà, j'ai la prophyline, il n'a rien d'autre. Il a peut-être d'autres choses associées. Mais oui, ça pourrait. Merci beaucoup. C'est quand même exceptionnel. C'est bon? Il a encore une question. Je repars avec mon avis. Juste pour dire que l'IPRIC test revient souvent positif ces dernières années pour l'armoise et l'ambroisie associées, parfois avec les 5 graminées et l'olivier, parfois isolés, alors qu'on n'a pas d'armoise et d'ambroisie au Maroc. Et surtout au nord, je parle. Non. On a de l'armoise. On n'a pas d'ambroisie, mais il y a de l'armoise. Oui, il y a de l'armoise. Il y a le cousin de l'armoise. Non, l'armoise. L'armoise, on l'a. L'ambroisie, peut-être pas, oui, mais c'est un pollen, c'est une plante qui est invasive, qui est envahissante, qui commence à migrer. Peut-être que d'ici quelques années, on en aura, mais l'armoise, c'est sûr qu'on l'a. Moi, je ne la vois pas dans ma région. Écoute, moi, je te propose puisqu'il y a des patients qui sont sensibilisés au niveau test cutané à l'armoise, si tu testes l'armoise, il y en a énormément qui sont sensibilisés. Ça veut dire que ils ont été sensibilisés par l'environnement dans lequel ils vivent. Leïla. Oui. Le cheikh, il y en a plein. Si. Et peut-être vous avez des pollen foot syndrome liés aux défensines et à l'armoise. Oui. Certainement. Oui. Il faut les rechercher. Artevert, oui. Tout à fait. En tout cas, c'est très passionnant. Et il y aura un atelier passionnant aussi avec le couple Johanna-Caroline cet après-midi sur les seuils. Et ça, on va se régaler. Et donc, après cette